Bonjour à tous, je vais présenter deux cas cliniques sur les œdèmes maculaires. Donc, le premier, c'est un cas clinique sur un œdème maculaire post-pelage de membrane épirétinienne. Donc, c'était un patient qui avait 7 dixièmes P3 avec des métamorphopsies et qui, à 6 semaines post-pelage, se retrouve avec son œdème maculaire. Et on a simplement surveillé, et avec des INS et de l'azopte, on a retrouvé un bon profil fovéolaire et une nette amélioration de son acuité visuelle. Et j'enchaîne sur le deuxième cas. Bon, on va parler du direct. Fred, t'es encore là? D'où Fred? Ben, c'est exactement ce que disait Fred, finalement, c'est que c'est super d'attendre. Et ben moi, mon petite expérience qui date d'il y a 15 jours, j'ai vu une dame que j'avais opérée il y a 12 ans, je l'ai suivie pendant 1 an après sa chirurgie combinée membrane, qui n'avait pas du tout marché. Elle est repartie voir son correspondant qui est parti en retraite maintenant, donc je l'ai vue pour la cataracte de l'autre œil, elle voit très bien de la membrane qui n'avait pas bougé pendant 1 an, même probablement plus. Donc ce que disait le truc qui coûte pas cher, c'est d'attendre, ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Le cas que tu as présenté est vraiment intéressant, d'autant plus qu'il y avait une déchirure, c'est ça sur le... Oui. Et c'est vrai que, après en pratique, on remarque que les gros œdèmes post-opératoires, on les voit plus volontiers quand il y a eu une déchirure rétinienne qui était préexistante. Et on peut être tenté, par exemple, de faire une injection intravitréenne chez ce patient, en se disant... Le patient arrive catastrophé, il voit l'image d'OCT. Voilà. Parce que souvent on leur montre en préopératoire, voilà, vous avez une membrane. Donc quand il voit ça, il est complètement catastrophé. Donc on peut se dire, voilà, on va céder, faire une injection. Mais à la fois le fait d'attendre, ça va créer donc la cicatrisation rétinienne qui va résoudre l'œdème. Après les INS post-opératoires, ça aide effectivement, je pense. Mais de manière spontanée, ça aurait pu aussi rentrer dans le... C'est vrai que sur ce cas clinique là, ce qui est intéressant, et moi j'en voyais énormément à Rouen, où j'étais en service du professeur Muren, qui avait en fait beaucoup de pathologies du segment antérieur, et en fait qui avait en particulier beaucoup d'œdème au niveau de la cornée, sur des décompensations endothéliales. Et en fait, uniquement l'inflammation cornéenne pouvait diffuser jusqu'au niveau du pôle postérieur et entraîner un nerving gas. Donc, il y a vraiment, finalement, ces patients, des fois, la réponse à l'œdème maculaire, c'est de faire une greffe de cornée. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense qu'au niveau sémiologique, il y a des réponses qui doivent vraiment être adaptées au mécanisme. Et c'est vrai que des fois, le traitement de ce type d'œdème maculaire, le traitement d'attendre, c'est vraiment ce qu'il faut faire. En fait, c'est un sujet qui me passionne parce que ma première publication en 87 à la Société française d'ophtalmologie, c'était sur la rupture de la barrière hémato-oculaire et la cure de l'œdème maculaire cystoïde. Et en fait, je rebondis sur ce que vient de dire Alexandre Portman, c'est qu'en fait, le fond, c'est l'UV. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je voulais dire à l'associé à Alex, qu'à l'époque on faisait des angiographies de segments antérieurs et qu'en fait tu avais des diffusions de segments antérieurs quand tu avais une petite adhérence iridocapsulaire, et donc il ne faut pas redécouvrir ça, c'est la barrière hémato-oculaire, c'est le fond du problème ici, et l'UV est le centre de ça. Bah, c'est mon avis. Ouais, cette barrière hémato-oculaire, il met du temps à se rétablir. Et sur des membranes ou des pelages, il faut attendre 6 mois pour avoir des résultats. Sur la greffe, si vous voulez, je peux vous donner un exemple petit personnel. C'est un patient qui avait un œil avec un œdème comme toi et une décompensation cornéenne. Et de l'autre côté, sa macula était abîmée, je crois, pour une occlusion veineuse ou autre, et il avait une cornée saine. Donc on avait la transplantation du côté de la cornée saine, on l'a transplanté de l'autre côté, tout s'est guéri, comme tu as dit. Ok, donc je continue avec un autre cas clinique concernant un nerving gas. Donc c'était un patient de 77 ans, resté pour
un second avis pour un Irvingas évoluant depuis 1 an, qui a commencé 6 semaines après sa cataracte. Donc il a eu toute la panoplie, à savoir les traitements topiques par INS, inhibiteurs de l'amylase carbonique, Peros, ça a été un échec. Il a eu une sous-ténonienne de triamcinolone, échec. Et aussi un échec de l'Ozurdex, avec donc cet œdème maculaire cystoïde qui persiste. Donc l'angiographie trouvait bien le résultat, et puis il avait été décidé de peler sa limitante interne. Donc un pelage avec colorant en 2 voies. Et donc voici le résultat 1 mois après, sa chirurgie, avec donc une remontée de l'acuité visuelle à 9/10 et la disparition des métamorphopsies. Donc ce qu'on peut discuter, c'est la physiopathologie de l'Irvingas, et comme on disait, et puis l'escalade thérapeutique qui a été appliquée. On peut aussi discuter de l'intérêt de faire un Ozurdex ou pas quand il y a des échecs au niveau du traitement local, et tout par topique et Peros par Diamox. Et bien sûr la réussite avec le traitement chirurgical. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait différemment plus tôt. On redit ton acuité visuelle après, elle était à... À 9/10. Non mais avant. Elle était à combien là en fait 7/10. 6-7/10. Là, Du coup, là, ce patient-là, il a eu un Ozurdex. Sur la vidéo, la membrane et la limitante ne semblent pas spécialement collantes, elles ont l'air assez simples à peler. Finalement, dans certains cas, c'est peut-être pas stupide d'envisager cette hypothèse d'un Ozurdex, même si tout le monde ne va pas être d'accord, mais là, au moins, on est sûr de notre coup en allant à la chirurgie, et peut-être qu'avec des Ozurdex répétés, c'est très collant. Là, ça semblait techniquement habituel. Bon, c'est pas moi qui l'ai opéré, donc c'est plus experte que la mienne. Ça explique peut-être ça. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Moi, ce qui m'ennuie dans le fait de faire 2 Ozurdex avant, c'est qu'on sait que ça diminue les chances de succès du pelage. Et je préfère, si on doit faire quelque chose, et ne pas faire de la chirurgie d'emblée, faire un anti-VEGF. Après, l'Ozurdex, il n'a pas l'AMM pour l'Irvingas. Le Zurdex ou l'anti-VEGF? Non, l'anti-VEGF non plus. Ce qui fait que... Oui, donc en fait, on s'en fiche qu'on fait... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en proposant aux patients un Irvingas vraiment chronique, effectivement, un pelage, il faut lui exposer toutes les possibilités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait pu faire un anti-VEGF plutôt qu'un Ozurdex. Si tu en es mis dans l'idée de ne pas couper l'herbe sur le pied à l'efficacité d'un pelage d'ILM. On sait que ça diminue On sait que le faire un Ozurdex, moi je sais que personnellement, quand il y a un Ozurdex, je ne vais pas peler l'ILM avant 6 mois, parce que en fait, ça va bloquer la gliose. C'est-à-dire que toi, tu fais des Ozurdex Non, moi j'essaie de ne pas faire d'Ozurdex. Mais si il y a eu un Ozurdex de fait, j'essaye de me mettre loin pour qu'il n'y ait pas de mécanisme qui empêche l'effet de la chirurgie. Qui va minorer la chirurgie. Déjà, on sait que ça la minore. Si tu fais un pelage, à mon avis, 1 mois après un Ozurdex, c'est peut-être débile de 1 mois, mais ça ne va pas marcher, quoi. Ta gliose, elle ne sera pas générée. Mais quand tu trictomises ton Ozurdex, tu peux l'enlever. Oui, mais le mécanisme qui a bloqué tous les mécanismes cicatriciels, il existe. Il faut se mettre loin, à mon avis. On essaye de se mettre à... Ça nous arrive d'avoir opéré après l'Ozurdex, moi j'essaie de me mettre à 4 à 6 mois après. Sinon je trouve que ça marche moins bien. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant, c'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça, à décaler en fait la chirurgie. C'est vrai que ce qu'on cherche quand on a fait l'ablation limitante interne, c'est de créer une inflammation. Donc c'est vrai que de le faire à distance de l'Ozurdex, je pense que c'est effectivement c'est ce qu'il faut faire. Moi j'essaye de ne pas faire d'Ozurdex, de le faire en anti-VEGF parce que je ne vais pas tout bloquer. Si on regarde le schéma de Didier tout à l'heure avec toutes les flèches dans tous les sens, c'est incompréhensible. Mais le anti-VEGF, ça bloque pas tout. Ça va bloquer un seul truc, alors que les corticoïdes, ça bloque tout. Sur le mécanisme justement de l'œdème, très souvent en fait on a cette tendance en fait à dire c'est l'un ou l'autre des hypothèses.
En fait, très souvent, c'est les trois. C'est que, à la fois, c'est l'inflammation de la chambre antérieure, à la fois, il y a peut-être une pathologie préexistante ou péritonienne avec une ischémie, et peut-être qu'il y a aussi un facteur vasculaire avec un patient qui a un apnée du sommeil. Donc finalement, il faut chercher les trois, et souvent, là, c'est bingo, quoi. En fait, on trouve souvent plus d'étiologie. Je pense que dans le mécanisme de l'œdème, il faut vraiment se dire que il y a beaucoup de maladies où on dit, bon, bah, s'il y a une pathologie qui se met en marche, qui commence, souvent il faut chercher dans tous les faisceaux et finalement souvent on trouve plusieurs causes. Il y a d'autres questions? Merci Alex.